Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On peut parler en termes de conséquences et d'impact d'une réorganisation qui est en train de se faire au sein de la police. Est-ce que tu as des informations? Beaucoup plus qu'une réorganisation. Bon, il y a eu beaucoup de réorganisations dans la police, dans les services, dans les RG, on a beaucoup parlé. Mais je pense qu'un des impacts les plus importants, c'est qu'on voit que la police, qui est un corps du service public, un corps de la République, entre guillemets, maintient une relation monétiste et monétaire avec le régime. Ça veut dire que vous ne me payez pas bien, je sors dans la rue. Vous me payez bien, je fais bien mon travail. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ils ont bien fait leur travail. Ils ont dispersé une manifestation pacifiste de l'association des victimes d'erreurs médicales à côté du ministère de la Santé. Ils ont très bien fait leur travail du point de vue qu'ils ont été très bien payés. Je crois que c'est Abed la semaine dernière. J'étais pas là, mais il avait parlé de ce phénomène très folklorique en Afrique, des militaires qui ne reçoivent pas leur solde et qui sortent, assiègent le palais présidentiel et on leur donne l'argent. On a détruit l'idée même de la relation de ce corps au service du citoyen, au service de la République. C'est devenu une sorte de relation contractuelle. Tu me payes, je fais le boulot. Tu me payes pas, je sors dans la rue. Et ça, c'est quelque chose qui s'est cassé. Et ça va donner d'autres cassures aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a les gardes forestiers qui ont dit nous avons été excédés dans un communiqué publié par le Khabar, nous avons été excédés par les augmentations de la police, etc. Et nous aussi, on va descendre dans la rue. Donc il y a quelque chose qui se déplace vers le... C'est le dinar maintenant qui devient le contrat entre les services publics, entre la police, peut-être demain avec l'armée, qui sait maintenant. Et c'est quelque chose de très très dangereux à mon avis. Donc avant d'essayer de contrôler Rouiba, maintenant il faut contrôler la police. En termes de demande salariale. On envoyait la police à Rouiba, maintenant c'est la police qui va à Rouiba. Abed, l'impact. Il y a eu un effet immédiat, c'est qu'on est parti dans un cycle de revendications salariales et il est probable que 2015 sera une nouvelle année de forte augmentation de salaire. Du moins de revendications pour les augmentations de salaire. On a la protection civile, les gardes forestiers, les enseignants, et donc on va revivre un petit peu ce qu'on a vécu en 2011. Bon, hormis cet impact sur le social, l'impact, il est dans le corps. Aussi, oui, dans le corps de la police et l'impact ensuite politique, on en parlera. La semaine dernière, on s'était posé la question de savoir comment pouvait réagir le régime face à cette ce surprenant mouvement. Et on s'était dit qu'ils n'avaient pas eu trop le choix. Ils étaient obligés de concéder, de laisser venir, puis pour aviser ensuite. Avec toutes les vicissitudes que l'on connaît, un président incapable, un Premier ministre qui ne peut pas décider beaucoup de choses. Après, la machine s'est mise en route. Le soir même, quand on a du CPP, le soir même, le jeudi soir, j'avais reçu une information sur laquelle le divisionnaire de la DGSN avait proposé une liste très longue d'activistes, entre guillemets, syndicaux, à radier de la DGSN immédiatement. Et la machine s'est mise en route. Il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, des sanctions tombent sur les principes, en tous les cas, les principales figures de ce mouvement. Et il y a déjà un retournement. Ça, c'est la communication, c'est entre les mains du pouvoir. Tout comme en 2011, les jeunes qui ont fait l'émeute dans la rue n'ont jamais parlé de l'huile et du sucre. On s'est retrouvés 15 jours après à faire des subventions pour l'huile et le sucre. Ce mouvement-là a posé plein de problèmes. Il n'a pas posé que le problème du salaire. Il n'a même pas posé le problème du salaire en premier. Il a posé le problème de l'organisation du travail, des conditions de travail, de la syndicalisation, du départ du général Hamel, et évidemment aussi des salaires. Quand on passe à la communication officielle, on fait se ressortir surtout ce côté, parce que c'est le seul qu'on peut satisfaire. Et on va en satisfaire d'autres, et on déconnecte tous les autres volets qui, eux, mènent vers le politique. La syndicalisation d'un corps comme la police, c'est un enjeu central. Il est déconnecté, et sur cela, les policiers aujourd'hui ne sont plus en mesure de rengager une nouvelle bataille. C'est ça le vrai problème. Oui. Avant de revenir sur la réorganisation peut-être du corps, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on soit passé d'un mouvement de force qu'on a bien vu aller jusqu'à la présidence à une semaine finalement où les choses on les a plus entendues, où on assiste à un silence absurde? Qu'est-ce qui se passe selon vous? C'est un monde de flics, hein, et ça va se régler selon les méthodes de flics.
On laisse passer l'orage et ensuite, on va sortir les dossiers des gens, on va ficher les gens, on va les classer, on va les casser un par un. Et c'est ça les bonnes vieilles méthodes policières qui permettent de gérer un corps de cette nature. Est-ce que ça peut se faire? Moi, je Est-ce que crois- ça peut se C'est faire en train de par se rapport à ce faire. qu'on a vu, par rapport à ce C'est qu'on en a train vu, de se tout un faire. mouvement dans la Il y a déjà, C'est il y a mécanique. eu un phénomène d'essoufflement. Et moi, je soupçonne tout ce corps d'avoir compris qu'ils sont rentrés dans une hérésie. C'est-à-dire exiger eux-mêmes le départ du patron de la police, c'était clairement le conforter. Un pouvoir qui aurait accepté de démettre Hamel se démet lui-même. Ils ont sauvé Hamel en le mettant au centre de leurs revendications. Donc, et je pense que les policiers eux-mêmes comprennent aujourd'hui, avec le recul, qu'ils ont été trop loin. C'est-à-dire, il y a une forme de subversion qui n'est pas habituelle chez ces gens-là, qui n'est même pas acceptable. Ils combattent la subversion, ils ne font pas la subversion. Donc voilà, c'est une situation où nécessairement la main de la répression va fonctionner en douceur sur une longue période à mon avis, mais elle va fonctionner. Donc la réorganisation des services dont je parlais, ce sera non pas une réorganisation, redonner un pouvoir à un service qu'il a peut-être perdu, mais une chasse aux sorcières. C'est comme Non, ça je ne crois pas qu'il va y avoir chasse sorcière. Je ne crois pas qu'il va y avoir des répercussions en termes de punition de cette ampleur. Il va y avoir, il va y avoir des attaques ciblées contre des noyaux durs, en fait, certains pivots. Mais en fait, si la police a pu faire ce qu'elle a fait, c'est parce qu'il y a un état déliquescent. Si on revendique le départ de l'Hamel, c'est parce qu'il y a un état déliquescent. C'est ça la réalité. Au-delà des problèmes sociaux et des revendications légitimes de la police ou de tous les autres corps ou de tous les autres métiers, au-delà de tout ça, que ça arrive au sein parce que, rappelons que depuis quelques années, la police bénéficie d'augmentations régulières. Elle a bénéficié de privilèges. Contrairement à d'autres corps qui ne peuvent bénéficier d'augmentation de salaire qu'en bougeant. Nous allons aller vers une année 2015 qui sera difficile pour le pays, sur le plan économique. Et c'est le corps de la police qui va faire face au mouvement de contestation qui va prendre de l'ampleur. Si on commence aujourd'hui à régler des comptes au sein de ce corps, au risque de le voir se retourner contre le système lui-même, ce serait grave. Je ne pense pas, s'il y a des gens intelligents au sein de ce système, je ne pense pas qu'on va aller vers une forme de répression à l'intérieur de la police. Je ne pense pas. Certaines personnes gênantes, des noms qui ont été avancés pour remplacer l'Hamel, elles deviennent gênantes. On va essayer un peu de les mettre à l'écart de façon sereine, mais on ne va pas au-delà. Je ne pense pas qu'on aille au-delà de ça. Alors, avant de parler de l'impact politique, l'autre impact, c'est la gestion, la reprise en main maintenant de la situation par l'armée. On l'a vu à Ghardaïa. La question qui se pose, on l'a vu aussi, elle est visible du côté de la présidence, mais bon, après, on peut en faire la lecture qu'on veut. Incontestablement, l'incidence politique, c'est qu'il y a un homme fort aujourd'hui qui se dégage dans le système algérien, qui a gagné beaucoup de pouvoir ces derniers jours, c'est le général-major Gaïd Salah. Le général-major Gaïd Salah a été dans le dispositif du 4e mandat utilisé par Saïd Bouteflika comme, comment on dit, une monture qu'on utilise et qu'on abandonne au bout du parcours. Et puis, on a tenté de s'en séparer. On a tenté de réduire de ses prérogatives après la réélection de Bouteflika. Ça n'a pas pu se faire. Il y a eu des papiers qui sont sortis sur l'affairisme du clan Gaïd Salah, à opposer à l'affairisme du clan Bouteflika, qui sont sortis dans la presse nationale, le soir d'Algérie. C'est une initiative qui a échoué, et puis est arrivée l'affaire Gourdel, et arrive l'affaire des policiers. Qui c'est qui protège la présidence de la République? C'est la garde présidentielle. Le renseignement, il est out. Les gens essaient de nous vendre l'idée de DRS qui est à côté de l'affaire Gourdel, DRS qui est à côté, qui a Harchou contre le Hamel, etc. Ça fait pchit. Et quand on lit le reportage de Salimat Lemsani, les moyens qui sont développés à la frontière avec la Libye, l'urgence sécuritaire avec le Mali, toutes les questions, tout l'agenda aujourd'hui est militaire, sécurité militaire, et il conduit
aux prérogatives de Gaël Salah. C'est aujourd'hui l'homme fort du dispositif. Le clan présidentiel est pensé l'utiliser pour pouvoir faire passer le 4e mandat et peut-être réduire de ses prérogatives, voire le neutraliser. Aujourd'hui, il a pris beaucoup de... S'il avait 20 ans de plus, aujourd'hui, il pourrait s'imposer directement comme président de la République. De moi. Oui, de moi. Parce que j'arrive pas à envisager Gaël Salah avec 20 ans. Voilà, pour moi, c'est le grand impact politique du mouvement de la semaine, de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Hyper-militarisation au profit d'un homme, Gaël Salah. Le problème, c'est que Gaël Salah est très important dans le pouvoir, avec la limite qu'impose son âge. Un homme important qui a de l'avenir est considéré comme important. L'autre homme important dans le système, c'est le président Bouteflika. Il a l'âge et la maladie. D'accord. Donc, on peut aller, je suis d'accord sur ça. Et donc, on peut aller un peu plus loin en disant que nous sommes face à un pouvoir finissant. Et que c'est une équation à plusieurs inconnus. Statistiquement, sur les 3 B, entre guillemets, d'aujourd'hui qui gèrent le pays, statistiquement, il y en a un qui meurt dans les 2 ans qui viennent. Et donc, ça peut complètement chambouler le pouvoir. Statistiquement, ils seront disparus tous les 2 dans 10 ans. Donc, c'est un pouvoir totalement différent qui va venir. Ce pouvoir-là, auquel fait allusion l'article sur l'affairisme des descendants de Gaël Salah. L'affairisme des cercles autour de Bouteflika, Ali Haddad, tout ce monde-là, moi, c'est ça qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est ce nouveau pouvoir qui s'installe. C'est une autre génération, ce sont des gens plus jeunes qui ont la durée pour eux, qui sont à l'ombre de 2 ou 3 personnes très âgées. Et donc, nous, quand on tire, enfin les Algériens, quand on tire, ils tirent sur Gaël Salah, Bouteflika, Toufiq Medine. Mais le vrai pouvoir s'installe. Et voilà. Et le jour où on se rendra compte de tout ça, on aura un nouveau pouvoir. Oui. Je voudrais nuancer très fortement ce qu'a dit Qadi Hassan. En réalité, au lieu de parler de Gaël Salah, je veux dire, l'homme fort aujourd'hui, c'est redevenu les militaires en tenue, au lieu que ce soit les militaires en civil. Gaël Salah, en tant que toi, il est le représentant de ce courant, on le sait maintenant, de cette force. C'est un retour de l'armée. C'est-à-dire, si on veut parler de retour, ce n'est plus Gaël Salah en tant que lui-même, mais un peu l'état-major, la troupe, pour la différencier du DRS. Mais le retour d'une armée neutralisée, entre guillemets. Ah, ça. Parce que on n'est plus dans les mêmes générations. On avait les générations. C'est ce qu'on appelle une armée professionnelle. Oui, c'est l'euphémisme utilisé pour dire nous on se débarrasse de la génération Touati, Nazar, Tahrir, des généraux politiques qui parlent trop, qui viennent trop à la présidence taper à la porte, etc. Bouteflika a réussi ce pari-là, il a très bien fait. Voilà. En fait, sauf qu'il a fait. Oui. Sauf que maintenant, si on voit juste ce que fait l'armée concrètement, pour partir du concret. Est-ce que vous avez remarqué depuis 2 ans tout ce que fait l'armée contre la contrebande? Est-ce que ça, elle le faisait avant? Ce que fait l'armée aujourd'hui, c'est Limet Lemseni nous l'a bien dit. Voilà. Non, mais au-delà de ça, au-delà des opérations des opérations de communication où ils disent on a du matériel sophistiqué, ils disent pas qu'ils ont des jeunes, hein, ça ils n'insistent pas beaucoup sur ça. Mais qu'on a fait une projection de force importante, qu'on a les chalets avec le mesroun pour les paras, etc. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Où il y a un état-major, etc. Bon, mais on a mis l'armée et on insiste à mettre l'armée dans son rôle de protection, d'aller chasser le contrebandier, etc. Et pour la neutraliser, entre guillemets. Donc là aussi, il y a une mutation générationnelle vers une autre armée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand on a un rôle aussi important, aussi massif, où la marge budgétaire dans le budget est aussi importante, c'est politique. Tu peux pas dire que l'armée n'a pas de rôle politique à ce moment-là. C'est fonctionnellement, c'est-à-dire, moi je vous sais, on ne doit pas oublier que nous avons un système politique dont la légitimité est sécuritaire avant tout. Et tu as l'armée qui assure ce volet essentiel du régime, et donc elle a un poids politique. Dans la succession, dans tout ce qui va arriver, elle va avoir... L'armée, c'est sur 2 fronts. Dans cette logique-là, il faudrait qu'on se rappelle quand même que l'armée, après l'indépendance, a vécu sur une légitimité ta'thawra.
et qu'elle était marquée par des figures qui étaient... Enfin, les dirigeants Taha, c'était des figures très marquées. À partir de 92, l'armée s'est assise sur un socle doctrinaire qui est éviter l'État islamiste. Depuis une dizaine d'années, elle va vers un autre socle doctrinaire, c'est la professionnalisation. C'est donc de la dépouiller de ce côté politique, comme tu as dit, ce qui est un choix politique majeur. Et c'est quelque chose qui va avec l'État affairiste. Le wali fait des affaires, le ministre fait des affaires, l'officier fait des affaires. Et donc, ils ne font pas de politique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des affaires. On est en train d'aller dans cette logique-là. Ça s'installe. Non, encore pire. Pour les affaires, avant, les militaires et les civils volaient séparément. Maintenant, le militaire et le civil volent. Les deux, ça c'est toi qui dis. Hein, si. Non. C'est ce qui crée. Non, c'est ce qui crée des situations de blocage. C'est ce qui crée un chantage dont avait parlé Hamrouche à l'époque. C'est ce qui crée le fait que maintenant les militaires sont obligés, enfin une partie des militaires, notamment à leur tête, c'est Ahmed Gaïd Salah, sont obligés de suivre un choix. Enfin, je voudrais quand même qu'on revienne. On a un budget. L'armée en prend une grande partie. Ce n'est pas Hadli Haddad qui va faire le poids avec ce qu'il y a derrière l'armée. Donc, dans les négociations en termes de pouvoir politique, même s'il y a une émergence d'affairistes, etc., dans les grands choix politiques, ce ne seront pas les affairistes qui vont imposer. Ça sera l'armée qui négociera éventuellement avec le DRS. Et voilà, mais les affairistes, ça reste une force d'appoint, comme le FLN, comme... pas plus. Voilà.